Bonjour à tous et à tous. Vous allez bien? Oui. Ah, mais vous allez très très bien. Oui. Et vous venez de loin pour certains d'entre vous? Oui. Eh ben bravo, merci d'être avec nous. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Alors bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie où nous sommes en direct aujourd'hui pour donner le coup d'envoi de la Fête de la Science 2016 qui, je vous le rappelle, se déroule partout en France pendant une semaine. Et c'est une année quand même un petit peu particulière parce que nous célébrons le 25e anniversaire de la Fête de la Science. 25 années qui ont aussi été marquées par de nombreuses et de très belles découvertes scientifiques. Alors nous, pour embellir le gâteau, on a choisi d'en retenir 25. Non pas des bougies, des découvertes. Et regardez bien, je crois que c'est vous qui allez être soufflés. Regardez. Pourquoi? Quand? Comment? Ces questions que nous nous posons depuis toujours nous ont poussés à des découvertes extraordinaires lors de ces 25 dernières années. Depuis nos propres cellules jusqu'aux limites de notre univers, nous avons voyagé, observé et cherché l'essence de la matière, les fondements de l'énergie, les plus petits reliefs de notre propre existence. Un étonnant voyage auquel nous vous convions. Nous nous sommes rendus aux confins de notre système solaire, à la recherche du passé, de notre passé, pour retrouver les éléments qui ont pu nous donner la vie. Nous avons aussi rêvé à un possible futur, et nous avons découvert des milliers de mondes au-delà de notre système solaire. Des hypothèses anciennes se sont vérifiées, modifiant notre perception et offrant de grandes perspectives. Un voyage qui s'est aussi déroulé dans l'infiniment petit, pour comprendre ce que nous possédons au plus profond de notre être, nous ouvrant la possibilité de réparer le vivant, de nous modifier nous-mêmes, de détecter et combattre les tumeurs et infections virales avant même qu'elles ne se déclenchent, d'atteindre de nouvelles dimensions dans la programmation de nos cellules et dans le décryptage de l'immense diversité génétique du microbiote humain présent dans nos intestins. Un foisonnement de la vie que nous avons aussi rencontré dans les océans. La science nous y a révélé les altérations que nous faisons subir à notre environnement. Elle a démontré l'impact de nos activités sur les récentes évolutions du climat. Elle a aussi montré notre capacité à agir pour la préservation de notre milieu lorsque nous parvenons à faire les bons choix. Lorsque nous cherchons à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. La science nous a offert un voyage vertigineux aux origines de la vie complexe. Puis ensuite, aux prémices de l'humanité. Nous avons découvert notre passé au cœur même de nos gènes et y avons retrouvé les ancêtres qui nous ont donné vie. Contempler leur histoire nous permet de mieux comprendre la nôtre. Une histoire qui, pour être transmise, doit être protégée des ravages du temps. Une histoire qui, pour être transmise, doit être partagée et diffusée. Aujourd'hui, nous observons les traces du passage des plus petites particules élémentaires. Nous produisons de la lumière avec de très faibles besoins énergétiques. Nous créons des matériaux toujours plus performants et nous partageons notre connaissance dans le plus grand réseau de communication de l'histoire. Depuis 25 ans, les conjectures sont devenues des théorèmes et notre soif de connaissance croise parfois des traductions inattendues, comme dans les rêves colorés des mathématiciens.
Chaque découverte entraîne de nouvelles questions et de nouvelles espérances. Rêvons en regardant ce que les 25 dernières années ont pu susciter comme découverte. Et surtout, rêvons des 25 prochaines années. Bon anniversaire, la fête de la science. Bravo, ce sont les découvertes qu'on peut applaudir. Ça n'a pas été facile de faire le choix parce qu'il y en a eu bien d'autres, mais vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé quand même à l'espace de 25 ans seulement. Voilà. Et puis pour l'ouverture de cet événement, nous avons aussi des personnalités qui vont venir nous rejoindre. Tout de suite, je les appelle, vous pouvez les applaudir. Il y a monsieur Thierry Mandon, venez nous rejoindre. Monsieur le ministre, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonjour Monsieur le ministre, mettez-vous ici, ça va bien, merci. Thomas Pesquet, il n'est pas en costume, il est dans sa tenue d'astronaute. Il part bientôt, c'est sympa, il est venu nous voir directement de Baïkonour, c'est le parrain de la fête de la science. Thomas, ici. Et puis, je voudrais accueillir aussi Monsieur Bruno Macquart. C'est notre hôte, applaudissez-le, c'est lui qui nous reçoit aujourd'hui. Vous voulez bien prendre place, s'il vous plaît? Tenez, installez-vous ici. C'est sympa de nous recevoir chez vous. On est heureux de vous accueillir tous. On est heureux d'accueillir les enfants. Bonjour les enfants. Voilà. Bonjour leurs enseignants. Bonjour les écoles. Bonjour les parents. Monsieur Macquart, c'est le maître de maison. Pour vous le présenter, c'est le président d'Universcience, qui regroupe à la fois la Cité des Sciences et également le Palais de la Découverte, que vous devez connaître. Je vais vous donner la parole d'ailleurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous la fête de la science? Parce que c'est un peu tout le temps la fête chez vous. C'est tout le temps la fête, mais pendant 3 jours, on est gratuit, ouvert à tous. Et toute la maison se mobilise pendant 1 an pour ce grand cadeau à tout le monde. Alors, on va trouver des choses vraiment fantastiques. Et puis, c'est surtout, pour nous, un moment de partage d'émotions, de joie intense, parce que la science, c'est joyeux. Et alors, les temps forts de cette édition 2016, ici et au Palais de la Découverte, parce qu'en plus, vous cumulez un peu, il y a des anniversaires dans l'air aussi chez vous. Oui, la Fête de la Science fête ses 25 ans, donc c'est un gigantesque goûter d'anniversaire aujourd'hui, mais cette maison qui vous accueille a commencé à fonctionner il y a 30 ans, 1986, et puis le Palais de la Découverte, c'est une vieille dame, puisque c'est en 1937, nous étions des pionniers alors en Europe, que nous avons ouvert au Palais de la Découverte. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Bien, ça commence dans le hall d'entrée. Vous avez peut-être vu le robot Pepper qui vous accueille. Si vous l'avez essayé, c'est bien. Si vous ne l'avez pas fait en repartant, vous allez lui dire bonjour. Il pourra danser avec vous. Vous avez le moyen de survoler New York comme un oiseau avec un casque de réalité virtuelle. Vous avez un violon qui demain sera là, qui a été totalement fait en imprimante 3D. Ouais. Et puis vous avez tous nos médiateurs qui sont là aujourd'hui pour vous aider, pour vous amuser. Et puis enfin, dernière chose, il y a des escargots en bas. Pourquoi des escargots? Mais oui, il y a des escargots, il y a une ferme d'escargots, parce qu'ils nous apprennent la lenteur. Dans un monde qui va vite, c'est moi aussi de temps en temps de prendre son temps. Ça repose un petit peu. Et puis alors, après la fête de la science, parce que ça ne s'arrête jamais chez vous, en quelques mots. Eh bien écoutez, dès mardi, on ouvre juste là-haut, si vous regardez, Quoi de neuf au Moyen-Âge, une exposition extraordinaire qui va permettre de voir le Moyen-Âge avec des lunettes nouvelles. Et puis, de l'autre côté, à la Géode, mardi aussi, et là c'est un petit clin d'œil à Thomas, un film My Beautiful Planet qui est lancé, c'est la Terre vue de la Station Spatiale Internationale. Très bien, merci pour ce programme, j'espère qu'il vous fait envie. Merci Monsieur le Ministre d'être avec nous. 25 ans, c'est assez exceptionnel, mais pas la seule. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la fête de la science? Ça représente un moment d'abord de fête. Les laboratoires de recherche, les gens qui font la recherche, on pense toujours que c'est des gens un peu inaccessibles, particulièrement intelligents, qui parlent un langage qu'on ne comprend pas toujours, qui travaillent dans des bureaux qui sont loin. La fête de la science, c'est d'abord l'ouverture de tous les lieux où se fait la science, de toutes les sciences, et puis c'est la rencontre avec les chercheurs, les hommes et les femmes qui font la science. C'est la transmission. Votre objectif, c'est d'amener de plus en plus de jeunes vers les sciences quand même. C'est forcément ça votre job. Oui, la science, ça repose sur l'engagement. Il faut des hommes et des femmes qui décident de s'engager dans cette aventure qu'est la recherche scientifique. Toutes les aventures, les magnifiques aventures de l'espace dont vous parlerez tout à l'heure avec Thomas, mais aussi les aventures de l'infiniment petit, les gens qui travaillent sur
votre ADN, ce qui fait vos cellules de vie, les gens qui travaillent sur l'anthropologie, donc ça c'est des sciences humaines, sur l'archéologie, il y a des domaines pour tout le monde dans les sciences, mais il faut que la France, qui est un des pays en tête des pays dans le monde en matière de recherche, ressource sans arrêt ceux et celles, les jeunes, qui s'engagent dans ce métier-là, dans ce don-là de soi finalement qu'est la recherche. Et c'est ça que la fête de la science produit chaque année. Et là, cette année, vous mettez un petit peu le paquet parce qu'il y a des festivités un petit peu partout en France et dans différents domaines. Hein. Oui, parce que il y a le cinéma, il y a le livre, dites-moi voilà, tout ça. on a mis le paquet parce qu'on s'est dit, ça fait 25 ans et on se rendait compte que ça s'endormait un peu. Voilà, donc on a fait cette année 4 choses nouvelles. Le cinéma, il y a 70 films qui sont projetés à la télévision autour de la science, commentés par les chercheurs. Le livre, dans vos librairies, vous pourrez aller acheter des livres scientifiques qui vous renseigneront sur tous les domaines de la science, et vous aurez d'ailleurs un petit ouvrage tout à fait pédagogique qui vous sera donné gratuitement dans ces librairies ou dans les bibliothèques municipales, dans les médiathèques, sur les 25 découvertes de l'année. Il y a un train des sciences consacré plutôt aux sciences culinaires, à la gastronomie, qui circule dans toutes les gares pendant 15 jours. Une quinzaine de gares, je Oui, crois, c'est ça, un peu plus de 15 gares. Et puis aussi, et surtout, pour ce lifting, on s'est dit, il nous faut un parrain. Il nous faut un parrain qui incarne cette science qui se fait au milieu de tout le monde, pas la science lointaine du piédestal, mais celle qui est au milieu de la société, au milieu des Français, des Françaises de tous âges, et en même temps qui embarque avec lui tous ces gens-là vers une aventure scientifique formidable. C'est pour ça que nous avons choisi Thomas Pesquet comme parrain. Ouais, très très bien. Bravo. Hein. Et alors, c'est vraiment sympa, Thomas, d'être venu quand même, parce que c'est un petit peu un parcours du combattant, si j'ose dire. Vous étiez à Baïkonour, ou pas très loin. J'étais à Moscou pour les derniers examens là, avant de partir. Donc en plein entraînement intense, vous partez dans un tout petit peu plus de 4 semaines. C'est ça, je pars dans 40 jours exactement. Ouais. D'accord, donc vous avez réussi à vous libérer, on vous a libéré, on vous a donné l'autorisation de venir ici quand même pour participer à la fête de la science. Oui, on m'a libéré, c'était pas prévu évidemment, c'est la dernière ligne droite avant de décoller, donc on est un petit peu isolé du monde, on peaufine les derniers détails, mais moi je pensais que c'était important de promouvoir la science parce que moi ça m'a ouvert des possibilités quand j'étais plus jeune, encore maintenant, je trouve que ça concerne tout le monde et en particulier les jeunes, donc moi j'ai à cœur de transmettre ce message-là. Et puis, quand j'ai reçu l'invitation de Monsieur le ministre de devenir le parrain de la fête de la science, j'ai accepté tout de suite. J'ai trouvé du temps dans mon emploi du temps pour être là aujourd'hui. Par contre, demain, je repars immédiatement vers Moscou pour finir mon entraînement. D'accord. Alors, la mission de Thomas, parce que ça va être 6 mois dans l'espace, dans la Station spatiale internationale, elle s'appelle Proxima. C'est le nom de l'étoile la plus proche du Soleil, d'ailleurs, Proxima du Centaure. Mais dans Proxima, il y a proximité aussi. Alors j'ai entendu dire que pendant toute votre petite balade dans l'espace, quand vous allez nous regarder de là-haut, vous allez communiquer et nous raconter votre histoire sur les réseaux sociaux. Oui, on va essayer de faire ça. C'est vrai que moi j'ai choisi ce nom de Proxima parce que c'est aussi le symbole de la proximité. Ça veut dire que l'espace, ça sert aux gens. On essaie d'être proche des gens par les résultats scientifiques qu'on obtient. C'est pour eux, c'est pour tout le monde qu'on va dans l'espace. C'est pas juste nous pour se faire plaisir et s'accrocher des médailles sur la poitrine. Ça sert pas à ça. Donc Proxima pour la proximité et aussi pour partager cette expérience-là. Moi j'ai la chance d'aller dans l'espace. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire. Par contre maintenant, on a grâce au progrès scientifique les technologies de l'information à bord de la station. On peut prendre des photos, on peut les tweeter, on peut les mettre sur Facebook. Et moi, je vais essayer de faire suivre aux gens que ça intéresse ma mission au jour le jour, de leur montrer ce que c'est d'être à bord de la station et puis d'essayer de les emmener un petit peu avec moi et de partager cette mission avec tout le monde. Partager la connaissance et partager aussi le plaisir de la découverte parce que vous allez vivre une belle aventure. Vous allez avoir le temps de faire tout ça, d'être sur les réseaux sociaux, sérieux. Eh bien, on a en 6 mois, ce qui est bien dans une mission de 6 mois, c'est qu'on a un peu de temps le soir, une fois qu'on a fini de travailler, ou le dimanche. Il y a un soir et un matin chez vous, là-haut. Oui, il dure combien de temps le soir? Il dure combien de temps? On est réglé sur l'heure UTC, donc l'heure universelle du méridien de Greenwich, et on se lève on commence la journée à 7h le matin, on finit vers 19h30 le soir, et après, une fois qu'on a dîné, c'est temps libre, parce que la station spatiale, c'est un laboratoire de recherche, mais c'est aussi un lieu de vie. C'est là qu'on va habiter, donc on va se l'approprier, et ça va être vraiment notre maison dans l'espace pendant 6 mois.
Bon, très bien. Eh, je vous rassure, on a le temps de discuter avec Thomas puisqu'il va nous présenter toute sa mission tout à l'heure. Et ensuite, vous aurez la possibilité de lui poser des questions. J'avais vu sur une photo, il y a 1 an à peu près, monsieur le ministre, vous aviez remis un drapeau français à Thomas. Pourquoi? Pour planter le drapeau français dans la Station spatiale internationale? Mais non, parce que d'abord, pour que ce drapeau soit dans l'espace avec lui, il l'accompagne. Parce que Thomas, vous voyez un homme là qui a été sélectionné, ça a été très difficile. Son parcours, ça ne vient pas tout seul hein, de partir dans l'espace, d'être choisi au milieu de 8430 CV qu'a reçu l'agence qui l'a présélectionné. Ils en ont gardé 6. Mais Thomas, il a une particularité, c'est que c'est le dernier maillon, le maillon le plus visible de toute une chaîne de science qui a commencé il y a des années. Ça se fait pas comme ça. Derrière lui, il y a des milliers de personnes Il y a toute une équipe. Hein. qui sont invisibles, qui ont trouvé des découvertes en matière de matériaux qui permettent d'envoyer des matériaux qui résistent dans l'espace, qui ont trouvé en matière de carburant comment on peut stocker suffisamment pour faire décoller une fusée, qui ont trouvé des choses en matière numérique, digitale. Voilà, et lui, il est conscient d'appartenir à cette chaîne. C'est une grosse responsabilité. Hein. Mais non, mais c'est extraordinaire. Il est là, alors que franchement, dans quelques semaines, il va risquer sa vie pendant 6 mois, quand même. Et il est là parce qu'il veut rendre hommage à cette chaîne-là. Et moi, je veux vraiment lui dire merci du fond du cœur et merci tous ces Français invisibles, ces chercheurs invisibles qui rendent cette aventure possible. Bravo alors. Bravo à toute l'équipe qu'on ne voit pas derrière Thomas. Hein, toute cette équipe, c'est beaucoup de monde. Oui, c'est des milliers de personnes. Hein. Le spatial, en France, on a beaucoup de gens qui sont concernés, que ce soit dans les agences, dans les grands groupes ou dans les PME. Ça va rayonner dans toute la société française. C'est un secteur innovant. C'est un secteur qui crée des emplois. Il y en a pas tant que ça aujourd'hui, donc il faut le dire. Et puis, c'est un secteur où on fait avancer le progrès, la découverte. Moi, je suis très fier de représenter tous ces gens-là. Quand je vais dans la station spatiale, encore une fois, c'est en tant qu'envoyé spécial de toute cette communauté. Et puis, en tant qu'envoyé spécial de tout le monde et aussi des jeunes, j'espère que ça intéresse et qui peut-être plus tard seront astronautes. Peut-être dans l'assistance se trouve le futur astronaute dans 20 ans. Je suis sûr que vous allez réveiller des convictions cet après-midi en racontant tout ça. Bruno Macquart, je pense que vous allez réveiller aussi des convictions, mais vous allez relayer ce qui va se passer pendant 6 mois. Oui, d'autant qu'on a un espace qui raconte l'espace juste à côté, le ciel, la terre. C'est une de nos missions essentielles. Et vous savez, on a été ouvert ici en 86, le jour, le moment où la sonde européenne Giotto a rencontré la comète de Halley. Donc on est né sous le signe des étoiles. Exactement. D'accord. Bruno Macquart, Thierry Mandon, merci beaucoup. Merci d'être venu ouvrir cette fête de la science. C'est très gentil de votre part. Thomas, vous ne bougez pas. Vous restez là. Voilà, parce qu'on va tout vous raconter de cette mission. Mais il y a un autre événement quand même qui est... Ah oui, on est normalement en liaison avec Marrakech. Vous savez où c'est? Au Maroc. Et je voudrais que Moussa Oumadi nous rejoigne. Moussa Oumadi, c'est le président de l'Alliance Avenir France-Maroc pour la coopération scientifique. C'est bien ça, Moussa? Coopération scientifique, il faut prendre un micro. Alors, donc c'est l'alliance donc à la fois donc de coopération scientifique et de dialogue science-société. C'est faire en sorte que la science s'ouvre à la société et en particulier au public jeune. D'accord. Alors, ce qui est super, c'est que là, on est en duplex, enfin en liaison, pour être tout à fait précis, avec une classe qui est à Marrakech. C'est le lycée Victor Hugo. Tout à fait. Donc, c'est un événement exceptionnel pour cette 25e édition de la Fête de la Science qui arrive aussi dans le contexte du relais COP21, COP22, donc, qui se passe à Marrakech. Ouais. Et donc, cette valeur symbolique, donc, on a souhaité donc, la représenter par ce duplex qui relie donc, en fait, les deux populations, donc des classes à la fois donc, françaises ici et puis des classes marocaines. On va leur donner la parole. On va leur donner la parole tout de suite parce qu'on les voit sur les écrans, ils sont en train de nous écouter. Salut, ça va bien? Donc, ouais, bonjour. Il y a la fête de la science au Maroc. En fait, en ce moment, c'est plutôt donc, le 17e festival de l'astronomie à Marrakech. Et donc, ce qu'on souhaite aussi par ce duplex, c'est de montrer en fait que la science donc, est ouverte. C'est pas une science en fait restreinte donc à des frontières. Donc il n'y a pas que des frontières en fait effectivement donc de proximité, pas de frontières donc éloignées. La science est une science de partage, de connaissance, des savoirs et de vision donc du progrès. Donc merci à toutes les équipes qui ont réalisé bien entendu en fait donc cette prouesse technique.
Et, Ouais, non. et donc, au nom donc, en fait, de l'association, enfin de l'Alliance Avenir France-Maroc donc, pour la coopération scientifique et le dialogue sciences-société, je passe donc, la parole donc, aux collègues marocains. Vous nous entendez à Marrakech? Très bien, Oui, on vous Très entend. bien. Vous êtes Saïd Iziki? Oui, merci beaucoup et nous sommes ravis d'être avec vous depuis le lycée français Victor Hugo de Marrakech. Les élèves du club astronomie sont extrêmement satisfaits de pouvoir être avec vous aujourd'hui dans le contexte que vous venez de rappeler, à savoir le 17e festival d'astronomie et également dans le cadre de la préparation aussi de la COP22 qui va arriver bientôt chez nous. D'accord. Donc, Vous on êtes va- combien dans la salle? Pardon? Vous êtes combien là à nous regarder? Là, vous avez une dizaine d'élèves qui sont devant. C'est un peu compliqué d'un point de vue technique, mais vous avez une dizaine d'élèves avec Monsieur Elouat, qui est l'enseignant encadrant du club astronomie. Ok. On va vous retrouver tout à l'heure. Vous allez pouvoir suivre toute la présentation par Thomas de sa mission. Et on vous garantit qu'on vous repasse la parole tout à l'heure pour pouvoir poser vos questions depuis Marrakech. C'est sympa d'être avec nous en tout cas. Voilà, merci. On les applaudit au Maroc. Merci beaucoup, Moussa. On se retrouve tout à l'heure. Vous êtes prêts à partir pour l'espace? Ouais. Thomas, on commence par où? Je sais que vous avez une habitude parfaite de pouvoir raconter toute votre histoire, donc je vous laisse. Oui, alors très rapidement pour pas endormir les gens, mais ma mission, ça fait 7 ans que je m'y entraîne. Donc j'ai été sélectionné par l'Agence spatiale européenne en 2008. J'ai commencé en 2009. Donc avec 5 collègues qui venaient de tous les pays européens, enfin de quelques pays européens. Et on a commencé notre entraînement de base. On est allé à l'école des astronautes qui se trouve à Cologne, donc en Allemagne. Ça a duré à peu près 1 an et demi, 2 ans, suite à quoi on a été qualifié pour être envoyé sur des missions. Moi, j'ai été désigné sur une mission en 2014. Et là, cette préparation qui était générale, elle devient plus spécifique. Donc, on s'entraîne à quoi? On s'entraîne en scaphandre, par exemple, pour réaliser des sorties extravéhiculaires. Donc ça se passe en piscine, dans la plus grande piscine du monde, au centre spatial de Houston. On s'entraîne à connaître par cœur la Station spatiale internationale. La Station spatiale internationale, c'est grand comme un terrain de foot. Ça fait 70 mètres de long, 100 mètres de large, et c'est extrêmement complexe. Si on voit des photos de l'intérieur, il y a des câbles dans tous les sens. Il faut connaître tous les détails parce qu'on va être amené à la réparer. On y habite, encore une fois, et quand quelque chose casse ou tombe en panne, on ne peut pas appeler le réparateur ou le médecin. Ce sont nous, les astronautes, qui vont faire les réparations. On se transforme en médecin aussi, on se soigne nous-mêmes à bord. Donc ça demande beaucoup de compétences. Pour se préparer à ça, il faut aussi se mettre au simulateur de Soyouz. Le Soyouz, c'est la fusée qui va nous emmener depuis Baïkonour au Kazakhstan jusque dans la Station spatiale internationale. Décollage le 15 novembre à 23h05. Donc c'est précis. Ah ben évidemment, Ouais, évidemment, dans l'espace, on travaille à la seconde près. Mais ça va se passer... Ça va se passer donc en 2 jours. On va rejoindre la station spatiale, on va s'arrimer et ensuite on va vivre 6 mois à bord. Donc il faut préparer ça, il faut apprendre à piloter le Soyouz. Il faut apprendre aussi à piloter le Soyouz pour la rentrée atmosphérique. La rentrée atmosphérique, c'est assez impressionnant parce qu'on a un bouclier thermique, on est entouré de flammes, ça bouge énormément et on va finir par se poser en parachute et tomber dans les steppes du Kazakhstan où on va être récupéré par des hélicoptères de secours. C'est pour ça qu'on fait aussi des stages de survie. Parce que si jamais on ne tombe pas au bon endroit, il faut apprendre à se débrouiller tout seul pendant 3-4 jours, même si on tombe dans la neige en plein milieu de l'hiver, même si on tombe dans le désert, même si on tombe dans l'eau. C'est pas prévu comme ça, mais il faut être capable de se débrouiller. Voilà, ensuite 6 mois dans la station spatiale. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire de la recherche scientifique, comme on l'a dit, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. À peu près 50% du temps des astronautes va être utilisé pour réaliser des expériences scientifiques qui ont été conçues au sol par les équipes des agences spatiales. Donc on va être aussi parfois cobaye. On va faire des prises de sang, on va faire des choses pas forcément drôles, des électrochocs, on va étudier les muscles, on va étudier le système cardiovasculaire, le système neurologique, et puis on va être aussi les opérateurs d'opérations de recherche dans le domaine des sciences des matériaux, la biologie, on fait pousser des plantes dans la station spatiale, des choses comme ça. On fait aussi beaucoup de maintenance et d'entretien, comme je l'ai dit précédemment.
Et puis tout ça, ça va nous emmener tranquillement jusqu'en avril-mai 2017. Vous allez revenir pour le printemps. On va revenir pour le printemps, je vais rater l'hiver, ça c'est bien, je vais voir l'hiver de haut. On prend beaucoup de photos dans la station spatiale parce qu'on voit la Terre de haut. Et Thomas, il y a quelque chose, tout à l'heure on parlait du coucher et du lever qui est intéressant à raconter quand même, c'est que vous faites combien de fois le tour de la Terre dans une journée pour nous? Alors la station spatiale, elle est à 450 km d'altitude et on vole à 28 000 km/h, donc c'est extrêmement rapide. On tourne autour de la Terre et on voit, en fait, on passe dans le soleil, et ensuite on passe derrière, on passe dans l'ombre, ensuite on passe encore au soleil, dans l'ombre, et comme ça, on voit 16 levées de soleil et 16 couchers de soleil par jour. Donc si on regarde par la fenêtre, on peut voir le jour, la nuit, en 10 minutes à peu près, on passe de New York à Paris. Donc à regarder de là-haut, c'est absolument formidable. Par contre, à l'intérieur de la station, on recrée un rythme normal avec des journées de travail qui commencent à 7h le matin, qui finissent à 19h30 le soir. On allume les lumières le matin, on éteint les lumières le soir pour dormir, et c'est comme ça que ça se passe. D'accord. On va aussi faire tous les jours 2 heures de sport dans la station spatiale. Pourquoi ? Parce que on flotte dans la station spatiale, tout est facile, on vole comme ça, on peut déplacer des charges très lourdes, des centaines de kilos juste avec 2 doigts. Par contre, la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Les muscles dont vous vous servez pour l'instant pour vous tenir debout, vous tenir bien droit, assis, mais nous, on n'a pas besoin, on flotte tout doucement. Donc nos muscles s'atrophient, deviennent de plus en plus faibles. Et ça, ce serait pas bon. Au bout de 6 mois, on reviendrait sur Terre, on serait tout mou, on serait pas en bonne santé, ce serait risqué. Donc pour contrebalancer ces effets-là, on va faire 2h30 de sport par jour. On court sur un tapis roulant, on est relié avec des élastiques et on a une machine de musculation en 3 dimensions comme ça, avec de la force pneumatique. Voilà, donc c'est à ça qu'on passe notre temps. Évidemment, on se prépare à tout ce qui pourrait se passer de pas forcément très sympa à bord de la station, le feu, dépressurisation. Donc, si on percutait une micrométéorite, par exemple, et l'atmosphère de la station, il faut voir qu'à l'intérieur, c'est la même atmosphère que sur Terre, la même pression. À l'extérieur, c'est le vide. Donc, si on fait un trou dans la station spatiale, c'est comme dans un ballon. Tout l'air va s'échapper extrêmement rapidement. Et pour nous, évidemment, c'est dangereux. Donc, on a des masques à oxygène, on a des procédures pour réagir. Le feu dans la station spatiale, ça se propagerait pas comme sur Terre, mais il faut quand même y faire attention parce qu'on essaie d'emmener des matériaux qui ne sont pas inflammables, mais on a quand même des extincteurs, des choses comme ça. On se prépare à tout ça. Et puis, si on avait quelque chose de toxique qui se répandrait dans l'atmosphère de la station, c'est pareil, ça pourrait flotter, se mettre dans les yeux, dans les voies respiratoires. Donc, il faut être prêt à faire face à ces situations-là. Mais évidemment, ça n'arrivera pas. Oui, non, mais bien sûr. Mais il faut tout prévoir et vous pouvez la quitter en urgence. On peut, oui, raisonnablement. Alors évidemment, c'est le scénario catastrophe parce qu'on va d'abord essayer de se sauver nous-mêmes, de sauver l'équipage, ensuite de sauver la station. Et si vraiment on ne peut pas sauver la station et qu'il y a vraiment une avarie très très grave, en 20 minutes, on peut être dans notre Soyouz, qui est notre vaisseau qui nous a amenés, qui est aussi notre capsule de survie, qui nous redescendrait vers la Terre et en 24 heures, on pourrait être de retour. D'accord. Ça va très vite, hein, vous dites 24 heures. Combien de temps à partir du moment où vous décollez de Baïkonour à bord de Soyouz? Combien de temps il vous faut pour aller dans la station spatiale? Alors, 450 km, c'est pas très long. Hein. C'est Paris-Lyon, c'est plus de distance que ça. Le seul souci, c'est que c'est vertical et surtout avec beaucoup de vitesse. Comme on l'a dit tout à l'heure, 28 000 km/h. C'est pour ça qu'une fusée, ça décolle verticalement, mais très rapidement, ça s'incline et puis ça va partir presque à l'horizontale pour avoir cette vitesse qui va nous permettre de rester en orbite et de ne pas retomber sur la Terre. Donc si on fait toutes les manœuvres telles que c'est prévu, on peut le faire en 6 heures. En 6 heures, on peut partir de Baïkonour, arriver à la station spatiale, s'arrimer, ouvrir le sas comme dans un sous-marin et rentrer dans la station spatiale comme ça. Ouais. Mais on a aussi une trajectoire qui prend un peu plus de précautions. On recalcule un peu toutes les manœuvres et ça nous emmènerait en 2 jours en fait. On y va un peu plus doucement à retrouver la station spatiale internationale. Et à quel moment vous choisissez l'une ou l'autre des procédures? Alors ça dépend des paramètres orbitaux. Est-ce que la station n'est pas un peu trop basse? Ça dépend du carburant, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense qu'on le saura assez prochainement. Oui. D'accord. Il y a toujours quelque chose qui est étonnant, c'est que la station, elle va à 28 000 km/h et il faut rattraper un objet qui va à 28 000 km/h. Mais en fait, tout est parfaitement calculé, tout marche bien. Oui, c'est pour ça que le travail des gens au sol est extrêmement important, parce que nous, on est les exécutants du plan, on est aux commandes de ces véhicules que vous voyez sur vos écrans, mais évidemment, tout est calculé à l'avance, et on essaie de ne pas se tromper, parce que c'est à la seconde près, quand on a 2 véhicules qui suivent à 28 000 km/h, on ne peut pas se permettre que les choses soient approximatives, parce que vous imaginez les dégâts, si les véhicules se percutent, c'est la fin de l'aventure, donc on fait vraiment attention. D'accord. Il y a un moment où il faut être
j'imagine, tout le temps concentré dans cette mission-là, mais où il faut être particulièrement concentré, c'est quoi? Ça pourrait être le décollage, ou plus peut-être anxieux, encore que vous soyez préparé, mais ça va être quoi? Les phases les plus risquées, c'est le décollage, l'atterrissage ou les sorties extravéhiculaires. Quand on est dans la station, c'est comme être sur un gros bateau qui est lancé à travers l'Atlantique ou le Pacifique. Bon, normalement, il ne devrait pas se passer grand-chose de négatif, ou du moins on aurait le temps de réagir et de régler le problème. Quand on décolle, ça va très très vite. On a énormément d'énergie parce qu'on va très vite, on va très haut et on a beaucoup de carburant. Donc il faut faire attention, il faut réagir au quart de seconde, et c'est pour ça qu'on s'entraîne beaucoup en simulateur. La rentrée atmosphérique, c'est pareil, c'est une phase très dynamique, ça bouge énormément, c'est comme dans un manège, et ça se finit en parachute. On descend sous parachute avec une capsule qui fait quand même 1,5 tonnes sous parachute, et on va se poser dans la steppe au Kazakhstan. L'atterrissage, c'est comme un petit accident de voiture, c'est comme être au feu rouge et que quelqu'un arrive derrière à 50 à l'heure et vous percute. C'est à peu près ça la sensation quand la capsule touche le sol. Ouais, vous avez des airbags, non? Non, on n'a pas d'airbag, on a des sièges qui amortissent un peu l'atterrissage, et puis on a des moteurs fusées qui vont se déclencher, des rétrofusées juste avant l'impact, à 80 cm de hauteur, qui vont se déclencher et amortir le choc, mais qui est quand même un peu sévère. D'accord. Vous nous parlez un petit peu des sorties extravéhiculaires, ça doit être un grand moment quand même, le moment où vous quittez la station et là vous vous retrouvez tout seul dans le vide, avec une vue magnifique sur la Terre. Les sorties extravéhiculaires, c'est très très spécial parce que le scaphandre, c'est comme un petit vaisseau spatial personnalisé. En fait, on a les systèmes de communication, d'oxygène, la radio qui sont intégrés dans le scaphandre. Et puis on a une petite paroi de plexiglas comme ça, et derrière, c'est le vide de l'espace. Donc c'est vraiment impressionnant. Quand on sort du sas, en fait, on regarde vers le sol, et on va sortir comme ça la tête la première, et là en dessous il y a 450 km de vide, donc faut imaginer, c'est encore pire qu'être suspendu sous un avion, c'est beaucoup plus haut. On va faire une espèce de pirouette comme ça, se rétablir, et là quand on regarde en dessous de ses pieds, on a les pieds qui flottent comme ça, et on a 450 km de vide, et en dessous on a les continents qui défilent à 28 000 km/h. Ah, ça doit être beau! C'est extrêmement beau, mais ça demande de se préparer, et puis tout d'un coup, une fois qu'on passe dans le noir, de l'autre côté de la Terre, paf, tout devient tout noir. Et là, on a l'impression d'être comme faire de la plongée de nuit. On ne sait pas trop où on est. On allume les lampes du casque et puis on se repère avec l'environnement immédiat. Donc c'est vraiment des sensations incroyables qu'on peut avoir que là, je pense. C'est un peu le rêve dans le rêve. Parce que oui, on est complètement libre et on vole tout seul dans l'espace. Donc ça, c'est vraiment c'est de ça que sont faits les rêves, en fait. Mais comment vous pouvez vous préparer ou vous former à cela? Parce que ça ne peut exister que là-haut. Oui, alors la particularité de l'espace, c'est que ça n'existe que dans l'espace, justement. Oui. On s'entraîne au simulateur. Pour les sorties extravéhiculaires, on s'entraîne en piscine. En fait, la poussée d'Archimède va contrebalancer le poids du scaphandre. Et donc, dans la piscine, dans l'eau, on flotte. Et c'est comme si on était en apesanteur. Donc il y a une piscine qui se trouve au centre de la NASA à Houston, où je m'entraîne régulièrement, qui est la plus grande piscine du monde. Elle fait 110 mètres de long sur un peu plus de 50 mètres de large. À l'intérieur de cette piscine, il y a toute la station spatiale en maquette grandeur nature qui est reproduite. Et nous, on va passer 6 heures à s'entraîner. On met le scaphandre, on est descendu sous l'eau et on fait des sorties comme ça d'entraînement de 6 heures. C'est ce qu'on voit à l'écran, encore une fois. C'est pas facile parce que le scaphandre, c'est comme une armure. C'est lourd, c'est difficile de se bouger. Ça s'oppose au mouvement. Quand on veut fermer la main, c'est comme si on écrasait une balle de tennis. Donc c'est difficile. On ressort au bout de 6 heures. On est un peu fatigué, mais c'est le prix à payer pour vivre son rêve, en fait. Ouais. Alors bon, quand on fait une sortie extravéhiculaire, bien évidemment, on reste attaché à la station. On est indispensable. toujours attaché. On a un petit enrouleur qui se déroule, qu'on accroche comme ça au sas de sortie, qui pourra nous ramener en cas de problème. Si on reste à un endroit pendant quelques temps, on a une longe, comme en escalade en fait. Une sortie extravéhiculaire, c'est de l'escalade en armure. C'est aussi bête que ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Et en apesanteur. Et si vraiment ces deux systèmes venaient à être en panne ou qu'il y a un problème, on a dans le dos un petit jetpack, un peu comme George Clooney dans Gravity, mais qui nous donne une seule chance de revenir. Donc on le déploierait, il faudrait bien viser et donner une impulsion pour revenir à son point de départ, mais on ne peut pas se rater. C'est pas comme George Clooney, on peut pas l'utiliser pendant 10 minutes. Nous, on a juste une chance, donc on s'entraîne à ça aussi en simulateur. Vous avez ce dispositif au cas où vous sépareriez de la station? Oui, c'est jamais arrivé, mais c'est à ça qu'il sert. D'accord. Et quand vous faites une sortie extravéhiculaire, vous êtes plusieurs, tout seul, et vous allez faire quoi? On est toujours deux.
parce que s'il y en a un qui a un problème, l'autre est censé le ramener à l'intérieur et on s'entraîne à ça. Dans la piscine, on simule un problème. Quelqu'un qui devient inconscient, il faut le ramener, c'est difficile. Mais on s'entraîne à ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va soit faire des réparations, parce que l'extérieur de la station, c'est très compliqué aussi. Un exemple, c'est que pendant ma mission, on va aller changer les batteries. Il y a des grandes batteries qui sont à l'extérieur de la station, au pied des panneaux solaires. La station, elle est alimentée en énergie, vous le savez, par des panneaux solaires. On a des batteries pour stocker l'énergie, comme dans une voiture. On voit les panneaux solaires sur la photo. Et ces batteries, il va falloir aller les changer parce que de la même manière, comme dans une voiture, elles deviennent un peu vieilles, elles sont là depuis presque 15 ans, et donc il va falloir aller les changer. On va aller faire ça à l'extérieur. On peut aussi installer des expériences scientifiques qui étudient le soleil ou qui regardent la Terre. Ça fait partie du travail de tous les jours des astronautes à bord de la station. Vous allez en faire beaucoup des sorties, normalement? C'est déjà programmé? Alors, c'est pas tout à fait programmé. Il y en a 4 pour l'instant qui sont prévus pendant ma mission. Je ne sais pas si ça va rester comme ça va changer, si ce sera moi qui les réalisera ou d'autres collègues, mais 4 sorties, oui, j'espère bien en faire une, ce serait magique. La première, ça va être grande émotion. La première, c'est il faut apprendre à son cerveau qu'on ne va pas tomber, en fait. C'est ça qui est assez particulier. Quand on sort et qu'on voit le vide, le cerveau nous dit « mais tu vas tomber parce que c'est pas naturel d'avoir du vide comme ça sous les semelles ». Et en fait, il y a 5 minutes au début de la sortie qui sont faites pour ça. Il faut lâcher, alors on est accroché évidemment, mais on lâche les mains et en fait, on constate qu'on ne tombe pas et qu'on flotte. Alors c'est évidemment extrêmement impressionnant la première fois, on lâche et on a 450 km de vide, mais on apprend au cerveau que non, ça y est, c'est des nouvelles règles du jeu, on ne va pas tomber, et ensuite c'est bon, on peut commencer la sortie, en général ça se passe bien. D'accord, super. On va peut-être faire un petit tour au Maroc, je crois qu'ils ont 2 questions à nous poser. Est-ce qu'ils sont là, nos camarades de Marrakech? Oui. Ils sont là, les élèves attendent l'occasion de poser leurs questions. Ils en ont préparé plusieurs. On est prêts. On en a sélectionné 2 pour vous. Allez-y, posez-nous une première question. Bon, alors c'est Hiba qui va poser la première question. Bonjour. Vous avez répondu en partie à la question, mais je vais quand même vous la poser. Quelles études faut-il faire pour devenir astronaute et comment se prépare-t-on à un tel voyage? Oui, c'est une très bonne question. Quelles études faut-il faire? Tu sais, il y a plein de manières de devenir astronaute. Il y a des gens qui sont médecins, il y a des gens qui sont pilotes, il y a des gens qui sont ingénieurs ou scientifiques. Souvent, c'est quand même des études scientifiques. Donc, je vais le dire tout de suite, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Il faut bien travailler à l'école, ça, c'est important. Et personne ne me paye pour vous dire ça, mais c'est vrai. Donc il faut un diplôme scientifique, il faut être un peu opérationnel, ça aide d'avoir fait du parachutisme, des choses comme ça. Faut être sportif, faut être sportif. Vous avez tout fait, vous. Voilà, et il faut aussi parler pilote, c'est bien, ça aide. Il faut parler les langues étrangères, c'est important, parce que aujourd'hui c'est des missions internationales, européennes, mais pas que, avec la NASA, avec nos amis russes. Demain peut-être les Chinois. Donc ça c'est vrai dans le domaine de l'espace, mais c'est vrai dans tous les domaines, il faut vraiment s'intéresser aux langues étrangères. Donc ça c'est les étapes un peu importantes. Moi j'avais fait des études d'ingénieur, après je suis devenu pilote de ligne, et puis je faisais beaucoup de sport, notamment du parachutisme, de la plongée, des choses comme ça. Et ça m'a aidé à passer la sélection. Ensuite il faut attendre qu'il y ait une sélection, et puis se mettre sur la ligne de départ et espérer être sur la ligne d'arrivée. Mais comment ça s'est passé? Parce que vous étiez pilote de ligne sur Air France, je crois. Donc vous emmenez des gens en vacances ou à l'autre bout du monde, tranquille. Et puis un jour, vous vous êtes dit, j'en ai marre, je veux partir dans l'espace, je m'inscris au concours. Oui, c'était quelque chose que j'avais dans ma tête depuis longtemps quand même. Moi, j'avais fait des études d'ingénieur vraiment dans le domaine des sciences spatiales. J'avais travaillé au CNES, au Centre d'études spatiales. Supaéro, travaillé au CNES, travaillé dans l'industrie aussi avant. Ensuite, je suis devenu pilote parce que ça se rapprochait un peu de mon rêve, mais j'avais gardé un pied dans le spatial. Et quand la sélection est arrivée, je me suis inscrit, j'ai fait de mon mieux, et puis j'ai eu la chance d'être sur la ligne d'arrivée. Mais il y a beaucoup de profils qui sont recherchés. On recherche des filles aussi, c'est important. On n'a pas assez de filles dans les métiers scientifiques, notamment dans le corps des astronautes. Donc les filles, je vous le dis tout de suite, il faut déjà en général, vous travaillez mieux à l'école que les garçons, premièrement. Et il faut continuer, et il faut se lancer dans les métiers scientifiques et techniques parce qu'on a besoin de vous. Voilà, ça c'est important. D'accord. Allez, une autre question de Marrakech, les amis. Alors c'est Souleyman qui va poser une autre question. Bonjour. Nous savons que vous allez réaliser des expériences une fois là-haut. Quelles expériences allez-vous réaliser et qu'est-ce qu'on va faire sur Terre? On n'entend pas très bien. Quelles expériences je vais réaliser? Oui, là-haut, les expériences là-haut qu'on ne peut pas faire sur Terre, en fait. Ouais. Merci.
Ok, eh ben, écoute, c'est une bonne question. 6 mois de mission, c'est 300 expériences à peu près pour les 6 membres d'équipage, dont 50 expériences européennes. Donc, il y a beaucoup d'expériences en médecine. On étudie le corps humain dans la station parce qu'on se rend compte qu'il y a des phénomènes dans l'espace qui sont analogues au vieillissement. On a les artères qui se durcissent, par exemple. On se rend compte que les virus sont plus virulents dans la station spatiale. Donc ça, c'est bien pour essayer d'isoler des vaccins, des choses comme ça. Donc beaucoup d'études en médecine, des études sur le cerveau. Apprendre à se mouvoir en 3 dimensions, ça permet au cerveau de se rebrancher. On étudie ces rebranchements et puis on les compare aux gens qui ont eu des accidents de voiture au sol, par exemple. On essaie d'avoir des conclusions. On étudie de la technologie aussi pour faire avancer les choses, des surfaces antibactériennes. On utilise des nouveaux moyens de tester l'eau parce qu'on a besoin de ça dans la station et qu'on peut l'appliquer au sol. Science des matériaux pour les alliages. Il y a vraiment dans tous les domaines. Alors il y a des expériences qui sont très compliquées, très théoriques, mais aussi des expériences plus simples qui parlent directement et où on peut voir l'application dans la vie de tous les jours et c'est ça qui est bien. Mais la grande différence, c'est que justement, on est toujours en apesanteur. C'est ça le point commun, c'est ça pour ça qu'on va aller faire là-bas. Exactement. Le point commun, c'est que sur Terre, on peut changer énormément de paramètres. On peut changer la lumière, la température, la pression, la composition des gaz, des choses comme ça. Il y a un paramètre qu'on peut vraiment jamais changer, c'est la gravité. La gravité, elle est là, on s'en rend pas compte, on en a l'habitude, mais on peut pas la supprimer. Et pourtant, elle masque des phénomènes qu'on aimerait bien étudier. Quand on va se mettre dans l'espace, c'est le seul moyen de supprimer, enfin pas de supprimer la gravité, mais supprimer ses effets et d'avoir accès à des procédés ou à des découvertes qui sont impossibles sur Terre. C'est vraiment ça l'idée de la station spatiale, c'est de créer un laboratoire unique où on fait des choses qui sont impossibles à faire sur Terre. D'accord. Vous partez à combien? C'est équipage de 3 toujours. On part à 3 dans le Soyouz, donc il n'y a pas beaucoup de place, c'est un peu serré. Ouais. Et on va rejoindre 3 autres membres d'équipage qui sont à bord de la station. Ils reviennent, eux, ou ils restent avec vous? Eux, au bout de 3 mois, reviennent. Et au milieu de notre mission, d'autres remontent. Et on se relève comme ça tous les 3 mois. Donc moi, je vais voir 3 personnes quand je vais arriver. Ensuite, 3 nouvelles personnes. Et les 2 qui partent avec moi, je vais voir 8 personnes différentes dans la station spatiale. Vous vous connaissez déjà? On se connaît bien, oui. On s'est entraînés ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Ouais. Et c'est des gens de beaucoup de nationalités différentes. Il y aura des Russes, des Américains essentiellement, Européens, Japonais, Canadiens. Moi, j'aurais pas de Japonais ni de Canadiens, mais ça peut arriver. Et l'idée, c'est de se connaître bien avant de partir, parce qu'on va aller s'enfermer pendant 6 mois dans un espèce de bidon comme ça, où il y a beaucoup de promiscuité avec des gens qu'on n'a pas choisis. Donc, il faut être un joueur d'équipe, et ça, c'est important aussi de le développer. Ça s'apprend pas à l'école, mais ça s'apprend, par exemple, en faisant du sport ou en faisant des activités. Absolument. Et c'est important dans la vie de tous les jours, aussi bien que dans l'espace. Ouais, d'accord. On va reprendre une question au Maroc. Là, on a encore 2-3 minutes. Si vous êtes avec nous, vous avez autre chose? Oui. S'il vous plaît, en fait, est-ce que c'était un rêve d'enfant de devenir astronaute ou c'est par hasard? Alors, un rêve d'enfant ou par hasard? Non, on n'arrive pas là par hasard. Tu sais, c'est très difficile. C'est pas pour jeter des fleurs du tout, mais c'est difficile d'arriver là. Il y a beaucoup d'étapes. C'est pas impossible du tout. Hein. Tu sais, moi, j'étais pas surdoué ni rien, et pourtant, tu vois, je suis là aujourd'hui. Mais c'est difficile parce qu'il faut en avoir envie, en fait. Il faut travailler, il faut en avoir envie. Donc, c'était pas par hasard. Moi, j'avais ça dans un coin de ma tête, mais je ne savais pas si c'était possible parce que personne m'avait dit, voilà, pour faire astronaute, il y a l'école des astronautes, fais tes devoirs et puis ça va bien marcher. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est pareil dans tous les métiers, tu sais, il n'y a pas beaucoup de trajectoires qui se font en ligne droite. Il faut se fixer un but et s'engager sur le chemin. Et puis tu verras peut-être en t'engageant sur le chemin, tu vas découvrir des embranchements que tu n'avais pas vus au début et puis tu vas faire tes choix comme ça et tu arriveras forcément quelque part. Ce qui est important, c'est vraiment de se lancer. Il ne faut pas s'interdire de se lancer. C'est en avançant sur le chemin, si tu veux devenir médecin, tu dis voilà, je me lance, puis peut-être que ça changera, peut-être que tu ne deviendras pas médecin, peut-être qu'il se passera autre chose, mais il se passera toujours quelque chose. Là, vraiment, la grosse erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se censurer, de ne pas se lancer, de dire c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas. Ça, il ne faut vraiment pas le faire. Ok. C'est génial, on va tous partir dans l'espace alors. Si je vous emmène avec moi. Ouais, allez. On va faire la fête dans la Station Spatiale Internationale. Et merci beaucoup à nos amis du Maroc. Hein. Merci. Merci pour vos réponses. Ciao. On vous retrouve bientôt pour la COP22 avec l'Esprit Sorcier. On ira faire un petit tour à Marrakech pour parler du climat justement. Voilà, une dernière petite question avant, parce que c'est pas fini les questions Thomas, ça va être tout l'après-midi avec différents groupes. Juste une petite précision. On m'a dit quand même, pour expliquer les règles du jeu ici, c'est qu'il est hors de question que vous repartiez avec quelques virus à transmettre aux petits camarades de la station spatiale parce que ce serait une catastrophe. Donc on peut vous approcher, mais on ne peut pas trop faire des selfies avec vous, vous serrer la main, vous faire tout ça. Il faut faire attention.
faut faire juste attention. Oui, voilà. Oui, enfin en même temps, on va pas me mettre sous cloche, mais Non. On va garder une certaine distance de Non, sécurité. mais je sais, c'est pour ça. On nous a dit quand même, bon, il faut faire attention, prenez soin de lui. On vous le prête que pendant une journée. Ah oui, là, il Mais faut pas me casser aujourd'hui parce que sinon, il n'y a pas de mission et ça, les gens seront pas non, contents. c'est pas possible, ça c'est pas possible. Donc promis, est-ce qu'on aura le droit à une photo sur les réseaux sociaux? Peut-être pas de la première parce que vous allez être concentré à autre chose, mais d'une sortie extravéhiculaire au moment où on a les pieds à 450 km au-dessus du sol. Oui, on essaiera de le faire. Alors à l'extérieur, c'est plus compliqué de prendre des photos, vous imaginez, mais on a quand même des appareils qui ont eux-mêmes leur petit scaphandre, c'est assez marrant. Non, on essaiera de le faire. C'est sûr que même pour moi, j'ai envie d'avoir un souvenir de ça parce que c'est quand même le selfie de tous les selfies. Ah bah ça c'est le top des selfies. Bon, eh bien merci beaucoup Thomas pour cette première intervention. C'est pas fini. Bravo. Je vous explique un petit peu les règles du jeu. Voilà, sur cet espace qui s'appelle le forum, il y a l'agora qui est juste au milieu. Ça va être la place où va se situer Thomas dans quelques instants. On va tourner à raison de petites séquences de 20 minutes. Comme ça, tout le monde pourra aller voir Thomas, mais tout le monde aussi pourra aller voir les autres stands parce que je vous garantis qu'il y a des manips qui sont très intéressantes sur les différents stands. Il y a des rencontres avec des doctorants qui sont ici, qui peuvent vous raconter le livre. Il y a des explications sur le train Savoir et Santé. Donc tout le monde va en avoir un petit peu pour son plaisir. Ça va très très bien se passer. Et puis au bout de 20 minutes, je vous rappellerai un petit peu à l'ordre. Je viendrai donner un petit coup de gong pour que tout le monde puisse circuler comme ça et que tout le monde puisse prendre plaisir dans tous ces ateliers. Ça vous va ? Eh bien, c'est parti alors. Thomas, je vous laisse vous installer là-bas. Merci beaucoup. Ah bah voilà, question virus, c'est trop tard parce que serre la main à tout le monde. Ah bah voilà. Bon. C'est là-bas l'objectif. Ta station spatiale, elle est juste devant toi. Bah oui, ça fait autant de mains à serrer. Hein. Bon, pendant que Thomas va aller s'installer tranquillement, moi je vais en profiter plus tard. Tout le monde veut partir. Il va y avoir beaucoup de monde dans la station spatiale avec lui, Thomas. Bon, je voudrais en profiter pour vous dire qu'ici, pendant 2 jours, samedi et dimanche, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, les portes sont ouvertes gratuitement. Et vous pouvez venir nous voir, nous, Science en direct, avec 15 organismes et établissements de recherche parmi les meilleurs de France. Tous ces scientifiques qui ont décidé, 15 organismes, vous vous rendez compte, qui ont décidé de s'associer pour vous offrir un grand spectacle de science. Et tout cela, vous pouvez venir le voir à la Cité des Sciences. Et si vous êtes un peu trop loin de nous, vous venez le voir sur le site de l'Esprit Sorcier. Partout en France, vous pouvez l'avoir. Vous êtes en direct le samedi et le dimanche sur le site de l'Esprit Sorcier, sur la chaîne YouTube de l'Esprit Sorcier et également sur les sites internet de tous nos partenaires. Ça va du CNES au CNRS en passant par l'INRA, l'INRIA. Je ne peux pas tous les citer tout de suite, mais tous leurs chercheurs vont venir pendant ces 2 jours partager les sciences avec vous. Alors il y aura quoi ici? Il y aura des rencontres avec des chercheurs, on fera des petits débats accessibles pour tout le monde. On fera quoi aussi? Et ils pourront discuter avec vous, comme ça ce sera l'occasion pour vous de discuter directement avec des chercheurs de disciplines complètement différentes. On fera aussi des jeux, il y aura des quiz. Si vous voulez venir jouer avec nous, participer, vous n'hésitez pas. Il y aura aussi ce que l'on appelle des objets mystères. Des scientifiques vont venir avec des objets ou avec des photos. Ce sera à nous de deviner ce que c'est et nous apporterons les explications. Il y aura aussi des duplex parce que la fête de la science, c'est partout sur le territoire. Alors après, pas toujours pareil sur les territoires sur les territoires ou en Outre-mer. On fera des duplex quand même avec la Guyane. On fera aussi encore des duplex avec le Maroc. On fera des duplex avec le centre de l'INRA qui fête ses 70 ans cette année, avec le train Saveur et Santé qui sera à Marseille. Enfin, il va se passer vraiment beaucoup de choses pendant ces 2 jours.
Et bien sûr, il va y avoir aussi ici des manips, des expériences très spectaculaires qui vont être réalisées en direct et sans filet devant vous. Et ça, je vous promets que ça vaut le coup de venir le voir. Et pour introduire justement cette séquence, je vais tout de suite passer la parole à ma camarade Élodie, qui je crois est sur un stand quelque part sur le forum. Je ne sais pas où exactement, mais Élodie, je crois que tu nous réserves, ou au moins tu peux nous présenter un petit aperçu des manips qu'on va avoir ce week-end. Un tout petit aperçu.